Bonjour, mesdames, messieurs. Je suis Viet Nguyen Tan. Je suis responsable de l'unité sur les addictions à Santé publique France et c'est moi qui vais avoir l'honneur de lancer ce symposium de USNet et Santé publique France. Nous allons être 80 participants ici à Bruxelles, au cœur d'Europe. Et hier, nous avions à peu près 450 personnes qui s'étaient inscrites en ligne. Alors, bienvenue à tous. Nous sommes ravis. Merci de vous installer. Nous voulions vous informer que si vous participez en ligne, vous pouvez choisir votre langue, soit français, soit anglais. Vous trouverez l'icône dans la barre d'outils avec Zoom. Nous allons vous expliquer certains des défis scientifiques et de politique publique qui sont nécessaires de traiter quand on veut réduire le fardeau de l'alcool. Et pour commencer notre journée, notre symposium, nous avons la chance d'accueillir 3 orateurs prestigieux. Et pour commencer, je vais vous demander d'applaudir chaleureusement Dr Caroline Semaille, directrice exécutive de Santé publique France. Merci, Viette. Chère Madame la responsable de cabinet du ministre Van der Broek, Madame la conseillère publique sur l'alcool et la santé des prisons à l'OMS, au Bureau régional pour l'Europe, chère Kana, chers participants, c'est un honneur pour moi de vous accueillir à ce symposium international sur la réduction du fardeau de l'alcool. D'abord, je voudrais remercier chaleureusement notre partenaire, URLsNet, et l'équipe de Santé publique France pour avoir organisé cet événement scientifique de haut niveau. Je suis également extrêmement reconnaissante à nos présentateurs dont l'expérience sera très utile pour partager leurs connaissances et enrichir nos discussions. Ce symposium traite d'une question critique. Comment peut-on tous ensemble réduire le fardeau de l'alcool sur la santé publique? L'alcool occupe une place singulière dans nos sociétés. Pour beaucoup, c'est un plaisir, la convivialité et la culture, un symbole de fête et de lien. En même temps, l'alcool est un facteur de risque qui peut me mener à la mortalité, et pas seulement en France, mais dans toute l'Europe et dans le monde entier. Commençons avec quelques chiffres. La France reste l'un des plus gros consommateurs des pays de l'OCDE, avec des conséquences majeures. La consommation d'alcool est responsable de 41 000 morts par an et fait partie du top 3 des causes évitables de mort. 4 000 cas chaque année d'hémorragie sont liés à la consommation d'alcool en France. De plus, l'alcool est un facteur de risque accessoire après le tabac. Son impact sur la société est immense. Le coût des hospitalisations a été estimé à plus de 3 milliards d'euros en 2022 et un coût social mondial estimé à un montant étonnant, 102 milliards d'euros par an. Ces chiffres soulignent le rôle critique de la recherche scientifique et démontrent bien la conséquence de l'utilisation d'alcool. C'est ce qui justifie nos actions à construire des stratégies de prévention sur une base solide. Je peux vous assurer que Santé publique France est engagée pour fournir des données qui pourront mener à des actions. Et sur le front de la prévention, Santé publique France est tout aussi engagée via des campagnes, le développement de compétences psychosociales à côté du ministère de la Santé et de l'Éducation. Et nous sommes également engagés dans la plateforme InfoService contre l'alcool qui fournit au public des informations continues
de l'assistance et des repères. Une question importante maintenant. Est-ce que nos citoyens savent même s'ils boivent de trop? Est-ce qu'ils comprennent le risque sanitaire associé au niveau de consommation? Et également, les professionnels de la santé sont-ils eux-mêmes conscients des repères, des limites de boissons à faible impact? Nous voulons sensibiliser. Beaucoup de pays ont appliqué ces repères. En France, Santé publique France a travaillé pour diffuser des recommandations basées sur des données probantes. Pas plus de 2 boissons par jour et pas plus de 3 journées avec de l'alcool par semaine. Nous avons mené des campagnes de prévention pour informer le public par rapport aux risques que représente l'alcool. Une campagne en particulier fournit des repères de la boisson à faible risque et parle des ravages à long terme. 6 campagnes sur 4 années ont été menées pour diffuser la connaissance et pour améliorer les comportements. L'efficacité de ces repères dépend de la façon dont nous les communiquons au public. Quelle méthode fonctionne le mieux? Les campagnes, les conseils personnalisés de la part de professionnels de la santé, les discussions de ce jour vont explorer ces questions. Et j'espère que nous, tous ensemble, nous allons pouvoir identifier des solutions innovantes. Des mesures structurelles sont également critiques. Les campagnes ne sont pas et ne doivent pas être le seul outil disponible. Santé publique France lutte également pour des mesures structurelles. Nous savons de la recherche que les interventions comme l'augmentation des prix de l'alcool, par la taxation, par la limitation de la publicité, par des lois pour protéger les mineurs, tout cela est très efficace. Ces mesures, cependant, nécessitent des décisions politiques audacieuses et font souvent face à l'opposition des intérêts économiques. Notons également l'absence d'étiquetage obligatoire sur les produits alcoolisés dans l'Union européenne. Contrairement à d'autres produits alimentaires, les boissons alcoolisées ne sont pas soumises à l'affichage d'avertissements sanitaires. Il est écrit un avertissement par rapport aux femmes enceintes sur les bouteilles d'alcool, mais en tout petit caractère très difficile à lire. Cet après-midi, nous allons examiner les facteurs de la santé par rapport à la politique sanitaire dans le contexte européen et international. Voilà donc le défi. Comment nous, en tant que communauté publique de la santé, nous pouvons équilibrer les intérêts de la culture, du commerce et de santé pour protéger nos populations? Comment pouvons-nous responsabiliser les citoyens pour qu'ils prennent des décisions éclairées tout en mettant en place des politiques qui protègent les plus vulnérables? Sur ce, je voudrais vous remercier à nouveau pour votre participation et je vous souhaite un excellent symposium. Merci. Merci beaucoup, Caroline. Maintenant, nous avons l'honneur d'accueillir Karina Ferreira-Borget, conseillère régionale pour la santé en prison par rapport aux substances illicites, l'alcool, à l'OMS, Bureau régional pour l'Europe au Danemark. Merci beaucoup et bonjour à vous tous. C'est un plaisir d'être ici à vos côtés et j'aimerais remercier notamment à la fois Santé publique France et son directeur et aussi EuroHealthNet pour l'invitation et pour avoir organisé un événement aussi important pour traiter de 2 sujets essentiels. J'aimerais également
accueillir Madame Tina Van Aver, chef de cabinet du ministère de la Santé. C'est un plaisir d'être ici et merci également Madame Caroline Semaille, directrice exécutive de Santé publique France. C'est un honneur d'être en partenariat avec vous pour traiter d'un sujet aussi important, un sujet qui est aussi très difficile, comme cela a déjà été souligné. Commençons par dire que ce n'est pas seulement un honneur d'être ici avec vous, mais aussi un réel plaisir. Comme je viens de le mentionner, c'est un sujet très sensible, un sujet difficile qui est à l'ordre du jour des deux organisations citoyennes qui font face aux besoins de la population, mais aussi au niveau politique, dans toutes les organisations que nous hébergeons aux côtés des décideurs. Ce sujet est très délicat, même à débattre, et on voit en même temps qu'il est mis de côté en raison des grands défis qu'il représente. Donc, ce n'est pas un événement comme n'importe quel événement. Je dirais que c'est un événement extrêmement important qui intervient à un moment essentiel. Et il est temps d'avoir cette conversation vitale, une conversation centrée sur la réduction du fardeau que l'alcool représente sur nos sociétés. Le sujet au cœur de ce symposium, intégrer les dernières données scientifiques sur les derniers repères d'alcool à faible impact et les déterminants de la politique, cet événement est urgent et arrive à un bon moment. Je voudrais vous rappeler une vérité, à savoir que pour notre santé et pour le risque du cancer, il n'y a pas de niveau sûr par rapport à l'alcool. C'est une réalité qui est soutenue par énormément de données probantes qui soutiennent l'urgence de notre mission. L'alcool n'est pas seulement une boisson ordinaire, c'est un bien non ordinaire, à savoir, c'est une cause de ravage qui couvre 200 types de maladies et de conditions sanitaires. Et c'est un contributeur silencieux aux maladies cardiovasculaires et à énormément de tragédies au sein des familles et des communautés. Alors, en tant qu'acteurs de la politique publique, nous ne pouvons rester silencieux par rapport à cette épidémie. Étant en position à l'OMS, où nous sommes responsables de la coordination de la réaction dans 53 pays, nous voyons énormément de ravages dans tous les pays avec lesquels nous travaillons. Et donc, nous ne pouvons pas rester silencieux. Ceci m'amène au fait que nous avons beaucoup de défis à surmonter, mais il y a aussi de l'espoir. Beaucoup de travail a déjà été accompli. Des changements ont lieu en Europe. Les jeunes deviennent curieux par rapport à la sobriété et on ressent les avantages de réduire l'alcool ou de l'abandonner tout à fait, de sortir l'alcool des lieux sociaux. Peut-être vous avez entendu parler de sommeliers sobres. En octobre, nous avons eu le plaisir de rencontrer Benoît, un sommelier sobre de France. Et nous étions vraiment ravis. Et il est devenu de plus en plus populaire parce que la passion de ces personnes pour les boissons non alcooliques remet en question nos normes sociales. Son travail montre qu'il y a un grand appétit pour des alternatives, de nouvelles façons de s'amuser, une preuve que la transformation est possible et que si l'on ose repenser le status quo, c'est faisable. Et cela m'amène au deuxième sujet, les déterminants commerciaux. Derrière les statistiques, il y a un secteur industriel qui travaille sans relâche pour commercialiser son produit extrêmement attractif en le présentant via de nombreuses tactiques comme du lobbying en opposition aux lois, en présentant la consommation d'alcool comme un choix personnel et en
détruisant les politiques publiques. Donc, comme je l'ai dit, c'est un sujet délicat quand on rencontre des ministres pour que ce sujet soit mis à l'ordre du jour. L'industrie mine au très haut niveau les politiques qui sont validées à la fin des discussions. Donc, effectivement, un sujet très important et il est essentiel d'analyser les stratégies parce que non seulement ces stratégies ne sont pas éthiques, mais en plus elles sont mortelles. Elles tuent et elles tuent beaucoup. En juin 2024, nous avons lancé le rapport sur les déterminants commerciaux et nous avons montré que le secteur de l'alcool était l'un des principaux secteurs responsables de nombreux ravages que l'on voit dans le contexte européen. Et en novembre, il y a quelques semaines, nous avons lancé le playbook contre l'alcool qui a souligné que le secteur de l'alcool utilise des tactiques qui sont évitables avec des outils pour contrer l'influence du secteur et pour protéger la santé publique. Et nous espérons que ce sera une ressource qui sera utile pour tous ceux qui peuvent en voir l'utilité. Ce playbook nous rappelle que le succès n'est pas seulement possible, mais que le succès est en marche. Beaucoup de choses sont faites et si je prends l'Irlande, et je vois ici des participants qui viennent d'Irlande parmi le public, si nous regardons la loi sur l'alcool de l'Irlande, elle fait face à une opposition par rapport aux politiques qui essaient de sauver des vies. C'est vraiment un jalon dans les progrès que nous connaissons en termes de politique contre l'alcool. On a aussi le repère canadien que nous célébrons. C'est également un jalon de progrès dans les politiques. Et ma collègue Catherine, qui travaille avec moi, va venir nous parler de son succès et de l'importance de son travail. Mais je dirais que ces exemples, le courage de l'Irlande pour progresser en termes de politique très importante en matière de sensibilisation et avoir des repères d'alcool à impact faible au Canada, tout cela est essentiel parce que ça nous apprend la persistance, l'obstination, la solidarité qui sont nécessaires parmi les champions de la santé publique qui peuvent mettre à mal toute opposition. Donc, des progrès petit à petit sont accomplis, ce qui est fantastique. Nous sommes à un carrefour, je dirais. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement d'échanger des idées, mais aussi de construire sur l'élan. Nous devons avoir le courage de faire face aux mythes et d'inspirer le changement. Ensemble, nous pouvons changer le narratif. Nous pouvons non seulement réduire les ravages, mais aussi préparer une société meilleure et en meilleure santé. Merci. Merci beaucoup, Karina. Et maintenant, pour terminer notre session d'introduction, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Tina Van Haveren, chef de cabinet du ministère de la Santé de Monsieur Frank Vandenbroek. Merci, Tina, de nous accueillir ici en Belgique, à Bruxelles, et merci de terminer cette session d'introduction. Non, merci à vous et à l'organisation d'avoir organisé cet événement. Je dois excuser mon ministre qui n'a pas pu être présent parce que c'est l'APSCO aujourd'hui. Donc, il n'a pas pu venir, mais il est convaincu qu'il nous faut aller plus loin dans la restriction de la disponibilité de l'alcool en Belgique également. Il pense que l'on fait trop peu en Belgique. Mais je sais que nous travaillons dur, nous débattons énormément avec les autres partis politiques. Alors, il n'y a pas de niveau de sécurité par rapport à la consommation d'alcool. Même une consommation légère augmente le risque de maladie, comme Karina nous a parlé. La consommation d'alcool a des conséquences sur la santé qui sont graves et mène à des pertes socio-économiques pour la société. On l'a tous remarqué. Cependant, et les preuves sont là, à chaque fois que je débat politiquement sur le sujet, et ça a encore été le cas vendredi dernier, il semble y avoir une salle pleine d'experts pour me dire que ce que je dis n'est pas vrai. Ils disent que l'alcool, c'est sûr. Ils me disent, mais enfin, Tina, qu'est-ce que tu vas dire?
Tu ne vas pas me dire que l'on ne peut plus manger non plus de viande parce que c'est pas bon pour la santé. Alors tout le monde semble être un expert quand on a ce genre de débat, surtout quand vous avez beaucoup de ministres autour de vous. Ils vous racontent des histoires par rapport à leur famille, leur réseau, les gens qui travaillent dans le secteur de l'alcool et ils me disent, mais Tina, qu'est-ce que tu vas dire à ces familles? Et alors j'explique les données probantes et ils me disent, mais c'est pas tout ce qui est important. C'est pas vrai que c'est pas bon pour la santé. Simplement, c'est pas bon pour la santé d'en boire trop ou trop jeune. Mais ce n'est pas chaque consommateur qui est dans une situation problématique. Donc, vous avez beaucoup d'experts autour du sujet. Et donc, comment espérer que les citoyens soient au courant des dangers de la consommation d'alcool? Le public, en fait, n'est pas sensibilisé au risque. Et malgré un risque important qui touche tout le monde, la moitié des citoyens européens ne sont pas au courant des liens entre l'alcool et le cancer ou les maladies cardiovasculaires. Mais soyons réalistes, bannir totalement l'alcool n'est pas faisable. Pas en Belgique, en tout cas. Donc, le lien entre l'alcool et l'amusement existe toujours dans notre société. Et c'est la perception que c'est renforcé. Cette perception est renforcée par les lobbies du secteur qui investissent énormément dans le marketing pour promouvoir la consommation d'alcool parmi la population. Des belles couleurs, des slogans, et donc, des repères, des lignes directrices par rapport à la consommation d'alcool peuvent être utiles. Les experts belges ont recommandé un maximum de 10 boissons standards par semaine réparties sur plusieurs jours. On a aussi le conseil d'inclure des jours sans alcool. Ces repères sont le résultat d'un compromis entre les preuves scientifiques et le soutien social et doivent être considérés comme une norme sociale en Belgique. Le but d'une telle norme pour la consommation d'alcool, c'est de minimiser les risques sanitaires en prenant en compte le soutien social et les habitudes que nous avons en Belgique. Avec des campagnes comme Tournée minérale qui est faite en janvier, il semble y avoir davantage d'informations, davantage de sensibilisation dans la population par rapport au risque de l'alcool. Nous devons continuer à renforcer cet élan et sensibiliser nos citoyens, tous les citoyens. Des campagnes comme celle lancée par l'OMS en octobre sont des étapes utiles pour la sensibilisation. Une campagne qui s'appelle Redéfinir l'alcool et qui demande aux Européens de réfléchir au rôle de l'alcool et qui a pour but d'encourager les citoyens à faire de bons choix. Mes enfants ont appris, quand ils avaient 3 ou 4 ans, que quand il y avait une fête à faire, quand il fallait célébrer, il fallait boire. C'est un lien qu'on connaît en Belgique et qui est établi dès le plus jeune âge. Certains États membres ont des repères de boissons et des unités pour la boisson à faible impact, mais ne devrions-nous pas considérer une harmonisation de ces recommandations? Il faut également réduire les conséquences néfastes et il est essentiel d'avoir des mesures. Mais nous savons que se préoccuper de ce sujet est complexe et parfois il rencontre des obstacles au niveau européen en termes de réglementation, avec des compétences qui vont parfois bien au-delà de nos ministres de la Santé. Voilà pourquoi nous devons traiter de ces questions au niveau européen. Depuis trop longtemps, on a lié les facteurs à risque aux choix individuels. Il nous faut maintenant redéfinir le problème comme un problème systémique en prenant en compte l'impact des environnements socio-physiques des citoyens par rapport à la santé, au marketing et aux interférences dans les mesures politiques. Pour prendre des décisions éclairées par rapport à la consommation d'alcool, les citoyens doivent être bien informés du contenu du produit qu'ils vont acheter aux consommateurs et des risques sanitaires qui y sont associés. Je suis donc très heureuse de voir quels seront les résultats de notre collègue irlandais, parce qu'il s'agit là d'une action très importante. Ces informations vont donner aux citoyens la liberté de choisir le niveau de risque qu'ils sont prêts à accepter au quotidien. Le plan de lutte contre le cancer européen est un outil très utile qui nous fournit plusieurs propositions
de mesures législatives au niveau européen dans le domaine de la prévention. Malheureusement, beaucoup de propositions lancées sur le plan 2021 n'ont pas été publiées par rapport à la feuille de route d'origine. Nous espérons pouvoir accélérer les choses dans les prochaines années. L'étiquetage de l'alcool ont été au centre d'un atelier lors d'une conférence à haut niveau par rapport à l'avenir de l'Union européenne et a souligné l'importance de politiques européennes. Et en fin de présidence belge, la Commission européenne a souhaité accélérer l'action. Et c'est ce qu'on trouve dans la conclusion contre le cancer qui ont été approuvées par les ministères de la Santé en juin 2024. La Belgique a déjà l'intention de soutenir la législation européenne par rapport à des ingrédients obligatoires et à l'étiquetage des boissons alcoolisées et par rapport aux avertissements sanitaires. On a eu beaucoup de débats en Belgique avec les ministres, mais jusqu'à présent, on n'a pas réussi au niveau belge à atteindre quelque chose parce que tout le monde argumentait que oui, bon, il y avait le niveau européen qui devait prendre action. Donc, nous sommes impatients à l'idée de voir les nouvelles initiatives européennes par rapport à la taxation et à l'étiquetage des actions efficaces comme des restrictions de marketing, des politiques de prix et une limitation de la disponibilité devraient permettre de réduire la consommation d'alcool et c'est tout à fait nécessaire. En raison de l'interférence du secteur dans les politiques, on voit bien qu'il y a un besoin de stratégie comme l'article 5.3 du FCTC sur le tabac. L'article 5.3 n'empêche pas totalement le secteur d'établir des politiques, mais il s'agit malgré tout d'un obstacle par rapport à la législation. Alors, c'est un article sur le tabac, mais il doit également nous inspirer par rapport à d'autres produits néfastes. La santé de nos citoyens est plus importante que les déterminants économiques. Et que les intérêts commerciaux de ces multinationales, que les choses soient claires. Nous devons nous concentrer sur la santé des citoyens et toute action contraire ne pourra pas être tolérée. Merci. Thank you so much. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais donc remercier nos trois invités qui nous ont donné quelques mots d'ouverture tout à fait inspirants qui vont nous insuffler l'énergie pour le reste de la journée. Nous allons maintenant passer à notre première session et je voudrais accueillir Caroline Costongs, directeur de EuroHealthNet, qui sera donc coprésidente de la session. Merci beaucoup, Viette. Je suis ravie de vous accueillir à cette première session de notre symposium. Je voudrais également saluer tous les participants en ligne. C'est chouette que vous soyez ici avec nous. Alors, je voudrais dire quelques mots au sujet de EuroHealthNet. Il s'agit d'un partenariat européen d'instituts sanitaires européens comme Santé publique France, par exemple. Donc, nous avons les autorités régionales ou nationales. Nous avons également des membres de la société civile et du monde universitaire. Nous sommes basés ici à Bruxelles. Notre mission est d'améliorer la santé, de réduire les inégalités sanitaires. C'est la raison pour laquelle il est extrêmement important pour nous de travailler sur l'alcool, parce que l'alcool est présent dans notre vie quotidienne. Et il était déjà par le passé, il le sera encore à l'avenir. L'alcool est bien trop normalisé dans notre société. On le voit partout. Il est néfaste pour la santé, il engendre des coûts. Donc, c'est vraiment notre responsabilité, notre devoir en tant que professionnels experts de la santé publique donc, c'est notre responsabilité d'agir et de nous assurer que nous réduisions les dommages liés à l'alcool. C'est la raison pour laquelle, dans cette première session, nous allons nous pencher sur les repères de consommation à moindre risque. Est-ce que ces repères sont efficaces? Sont-ils utilisés par des populations? Quel est l'impact que nous dit la science au niveau de ces repères? Mais avant de laisser la parole à des experts,
Nous aimerions vous poser quelques questions via Slido et ceci est également disponible à nos participants en ligne. Vous pouvez donc maintenant sortir votre téléphone, scanner votre QR code ou bien vous allez sur le site internet slido.com et vous pouvez taper le code PIN que vous voyez à l'écran. Alors la première question, c'est d'où venez-vous? Où vivez-vous? Dans quel pays êtes-vous? Et donc, je voudrais également inviter nos participants en ligne à répondre aux questions sur Slido. Alors, la France, apparemment, est le premier pays représenté. On a la Belgique, Bulgarie, Suède, Espagne. Donc, à peu près tous des pays de l'Union européenne. La Moldavie aussi, ici dans la salle, je la vois. Canada. Parfait. Nous avons près de 100 personnes qui ont répondu aux questions. 100 maintenant. On ne détruit pas le matériel. Donc, nous sommes maintenant très curieux pour la prochaine question. C'est... Connaissez-vous ou savez-vous s'il y a des repères de consommation à moindre risque dans votre pays? Oui, non, vous ne savez pas. Bien, apparemment dans la majorité des pays, il y a ce genre de repères de consommation d'alcool. Je dois vous dire que je viens des Pays-Bas et moi je n'en ai aucune idée. Ah, il y en a, d'accord, ok. Bon, bah, c'est bon à savoir. Troisième question. Comment ces repères sont-ils promus? Par la télévision, par les réseaux sociaux, par la presse écrite, par des campagnes de prévention, par exemple dans les écoles, ou les hôpitaux. Apparemment, la majorité penche pour des campagnes de prévention. D'accord, très bien. Donc, au cours de la table ronde, nous allons revenir à vos réponses. C'est très intéressant de voir ce que nos experts ont à dire au niveau de ces repères. Avant de donner la parole ces experts, je devrais vous dire que chaque expert aura une quinzaine de minutes pour s'exprimer. Et puis, nous aurons des sessions de questions-réponses pour toute clarification. Les participants en ligne peuvent également utiliser les questions-réponses dans Zoom. Nous avons 2 collègues d'EuroHealthNet qui donc se pencheront sur les questions posées en ligne et ces questions seront donc répercutées ici dans la salle sur scène.